Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette... Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. Vous avez compris quand vous entendez ce petit générique, un petit retour dans les années... je sais plus. 60, là, je crois. Ouais, les années 60. Ah, on est ça, ouais. C'est un retour à l'école, les amis. En tout cas, nous, ça fait quelques temps qu'on a quitté l'école, mais ce soir, on vous propose, comme un mercredi par mois, le premier mercredi du mois, tous les 2 mois, pardon. Merci de rectifier, mon cher Yves. L'émission L'heure de colle, où on vous parle éducation, en tout cas, tout ce qui tourne autour de l'éducation. Avec moi ce soir, pour nous accompagner, il y a Bénédicte. Bénédicte, écoute, tu vas me rappeler ton métier, puisque je l'ai carrément oublié depuis la dernière fois. Alors, moi, je suis enseignante et Voilà. je travaille dans un dispositif qui accueille des élèves avec des troubles du comportement notamment. D'accord. Et je suis aussi la maman d'une petite fille de 12 ans, d'une grande fille de 12 ans, pardon. Petite, grande, ouais, c'est entre les deux. Elle travaille dans le dispositif depuis près de 20 ans. Hein. Entre 12 ans, c'est entre les deux. Je suis excessivement jeune. Donc. Excessivement jeune. Pour animer cette émission, bien sûr, Arnaud, comme d'habitude. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Voilà, Arnaud qui est conseiller pédagogique. Absolument. Effectivement. Et puis Yves, qui est enseignant, lui. Salut Yves. Tout à fait, salut, bonjour à tous. On est parti pour une belle émission ce soir. On va parler punition. On va parler des punitions, tout à fait Jean-Luc, des règles, de l'autorité, enfin ces sujets qui prêtent souvent à discussion, à controverse. Mais on va en parler à l'école et en dehors de l'école. Exactement. Effectivement. Oui, surtout en dehors de l'école. Surtout en dehors de l'école. Ceci dit, on va faire une petite entorse au conducteur en donnant la parole à Yves qui aimerait nous parler d'un film qui est sorti la semaine dernière, me semble-t-il. C'est un film documentaire qui a d'excellentes critiques qui s'appelle Apprendre. Qui s'appelle Apprendre, oui. Oui, je voulais dire quelques mots sur ce petit film. Alors, l'émission cinéma, c'est après, mais comme c'est un film documentaire et que ça parle d'éducation, que ça parle d'apprentissage, donc dans une classe, je crois, c'est CPCE1, ça se passe en région parisienne. Et c'est un film de Claire Simon, une documentariste qui, bon, des fois, elle fait des films de fiction, mais elle fait surtout des documentaires, elle est franco-anglaise. Et vraiment, voilà, moi je conseille ce film-là qui est très très bien parce que par le biais du microcosme de l'école, on arrive à voir, on arrive à percevoir notre société. C'est vraiment intéressant d'être de ce côté-là et de visualiser les choses. Il y a déjà beaucoup de films qui ont été faits sur l'éducation. Très à voir, par exemple, tout à fait. Excellent, sur une classe unique. Exactement, magnifique. Sur une classe unique, voilà, qui était très très bien. Mais voilà, celui-là, moi je vous le conseille. Celui-ci se passe dans la région parisienne, je crois, en éducation prioritaire. C'est ça, voilà, c'est ça. En ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Et oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Bon, en tout cas, on vous le conseille. Voilà, je vous le conseille. Voilà, juste un petit. Merci. Merci. Effectivement, il a bien fait de de parler de ce film maintenant, puisque tout à l'heure, ça n'aura aucun rapport. Ça sera Jodie Foster. On le signale pour. Oui, mais je te rappelle que je fais quand même les sorties, mon très cher chef absolu. Ça va bien avec l'éducation. Alors ce soir, Jean-Luc, chers auditeurs, on va parler des punitions. Alors pourquoi est-ce qu'en 2025, poser des règles à un enfant et le punir nous semble être une tâche si compliquée avec une impression qu'on marche sur la tête? Pourquoi est-ce qu'en 2025, nos parents, nos grands-parents ne cessent et ne cessent de nous répéter que de leur temps, c'était plus simple parce que c'était 2 claques et au lit, pour reprendre les termes repris par un préfet en 2023 lors d'émeutes urbaines, alors même que la fessée est interdite depuis 2019. Mais alors de quelle punition parlons-nous ? Et en fonction de quel âge ? Est-ce que la transgression, le non-respect d'une règle doit toujours être accompagné d'une punition ? Y a-t-il une différence entre punir et sanctionner ? Est-ce que punir constitue la seule réponse à une erreur ? Quelles sont les dérives aussi ? Quels sont les effets sur la construction, le développement de la personne de l'absence de punition ou au contraire de l'excès de punition ? On sait qu'un jeune, quand il va grandir, en voudra certainement plus à ses parents qui ne l'ont jamais puni que le contraire. Et alors, comment faire grandir nos enfants en étant à la fois fermes et bienveillants ? Alors, quid de l'éducation positive ou à l'inverse de l'autoritarisme ? Alors, de quelle autorité a besoin la relation éducative ? N'est-elle pas l'objet de nombreuses confusions et fantasmes ? Quels sont les obstacles à la construction d'une véritable relation d'autorité entre les enfants et leurs parents, ou bien entre les élèves et leurs enseignants ? Alors, comment faire en sorte de soutenir le rôle éducatif de l'école et éviter de s'opposer à l'institution ? Est-ce que des parents séparés doivent appliquer les mêmes punitions ? Ce sont entre autres les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir en apportant quelques éléments
de réponse. Alors on va rappeler à nos auditeurs, à ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphones, que vous pouvez nous rejoindre sur le live Facebook, la page Radio Fréquence Méditerranée, la page, je dis bien, pour pouvoir poser vos questions sur le fil d'actualité. N'hésitez pas à en poser. En tout cas, moi, je vais vous en poser les amis. Absolument. Alors, on va démarrer. J'en ai pris des fessées. Tu as pris des fessées. Est-ce que ça t'a traumatisé ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va en parler justement de cette question du châtiment corporel et de l'histoire des punitions. On va commencer avec toi, Bénédicte. Donc, on s'est posé la question, punition ou sanction, et tu t'es proposé de faire une brève histoire de la punition. Alors, en tout cas, une brève histoire de la place de l'enfant et de comment il était traité ou bien traité ou maltraité au fil du temps, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui aux punitions sur les enfants, bien que les punitions sur les adultes pourraient faire l'objet d'une émission également. Donc, l'enfant... Ça s'appelle du sadomaso. Non, mais ceci étant, c'est vrai qu'on continue d'apprendre et à s'éduquer à tous âges de notre vie. Voilà, c'est-à-dire que la punition nous rappelle la règle. Elle est essentielle. Exactement. Donc, un enfant, jusqu'à assez tard, ça reste un individu. C'est pas un individu, d'ailleurs, c'est un être vivant. Jusque vers le XVIe siècle, l'enfant, il n'a pas vraiment d'existence, puisque c'est tout simplement son père ou le chef du village qui a droit de vie et de mort sur lui. Et on commence seulement vers le XVIIIe siècle à se demander, tiens, ce sac de peau, cet être de chair, est-ce que c'est vraiment un être et est-ce que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas une individualité ? Donc on a deux courants. Un courant qui va nous dire que l'enfant, c'est un être corrompu, qu'il faut corriger, que c'est quelque chose de mauvais, qu'il faut donc corriger à force violence et beaucoup de châtiments corporels. Et puis un autre courant qui va nous dire que l'enfant, c'est un être de pureté, d'innocence, etc. Et on arrive petit à petit à Rousseau, les caractéristiques de l'enfance. On s'est dit que peut-être l'enfant, ça vaut le coup de s'intéresser à lui, qu'il peut apprendre des choses et que c'est un individu à part entière. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, quels sont les principaux éléments philosophiques apportés par Rousseau dans le cadre de l'éducation ? Qu'est-ce qu'il apporte de neuf ? Alors, il nous explique que l'enfant, en fait, c'est un individu qui peut apprendre, c'est un individu qui a une existence propre et qui n'est pas simplement un être soumis à la force ou à l'autorité du pater familias, et que donc il faut l'éduquer, il faut lui donner l'envie de devenir un adulte, et que pour ce faire, il va falloir le considérer et lui donner des billes et des savoirs comme on pourrait les donner à un adulte. Il définit l'âge de raison à 7 ans aussi, dans le contrat social. Donc voilà, pour le coup... Voilà. Et ensuite, donc on est quand même, on est au 19e siècle, 18e, 19e siècle, et c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on commence à se dire que peut-être la punition, châtiment corporel, la violence, il faudrait l'éradiquer. Et notamment, on met en place une loi qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans seulement à la fin du 19e siècle. Donc c'est quand même assez récent, sachant que le premier projet de convention des droits de l'enfant, c'est 1979, et que la convention des droits de l'enfant, comme on la connaît aujourd'hui, c'est 1989. Exactement. Ça veut dire que quand on est né, les gars, il n'y avait pas ça encore. Évidemment. Et je crois qu'on a tous connu nous-mêmes des châtiments corporels. Mais il y a un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est le tournant de 1968. 68, où on est dans une société extrêmement autoritariste, extrêmement donc patriarcale, où on va avoir ce slogan « Il est interdit d'interdire ». Et quelques décennies plus tard, tu l'as dit, il y a la Convention internationale des droits de l'homme qui, quelque part, je pense, va mettre une forme de confusion dans la tête des adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça paraît un petit peu compliqué ? C'est que, on va dire, l'éradication un petit peu de ce cadre-là, on a du mal, aujourd'hui, à le remplacer par quelque chose. Et on se retrouve justement à la conception rousseauiste de l'enfant. En gros, c'est on laisse l'enfant, il doit se développer par lui-même, faire cette expérience par lui-même. Il y a une dérive aujourd'hui qui est ce qu'on appelle le libertarisme éducatif. Autrement dit, en donnant sous des airs de bien-être de l'enfant. Oui, mon enfant, je veux qu'il soit bien. Et donc, à ce niveau-là, on va lui expliquer les choses sans fin, sans qu'il y ait de punition
ou de sanction. Alors justement, sur ce point-là, est-ce que tu pourrais, parce que quand on a préparé l'émission, Jean-Luc, Yves a dit, non mais attendez, punition, sanction, c'est la même chose. Non, je crois que c'est important ce soir que tous nos auditeurs comprennent bien la distinction entre les deux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, En Bénédicte ? tout cas, la distinction, on va dire, à l'origine, après on emploie dans le vocabulaire courant, je vais te punir, si tu fais ceci, cela, tu auras telle punition. La punition, au départ, c'est l'idée de... Il y a un tout-puissant, il y a un Dieu tout-puissant qui nous punit, les péchés capitaux, tout ça, tout le monde connaît. Et ensuite... C'est les rêves judéo-chrétiennes, oui, complètement. Voilà. Et ensuite, il y a le tout-puissant, ça va être le roi ou l'empereur. Et ça va être aussi le maître d'école. Le maître d'école, la toute-puissance, enfin, je veux dire, les maîtres, ils avaient toute latitude de frapper les élèves. J'ai lu un article où on expliquait que quand un élève ne respectait pas le maître d'école, il pouvait l'asseoir dans un coin, le faire manger dans une gamelle, ce genre de choses. Et le médecin aussi. Le médecin, il a aussi le droit de vie ou de mort quelque part sur tout le monde, et notamment les enfants. Et donc la punition, ça serait une sorte de chose comme ça qui interviendrait avec violence et un peu grandiloquence et qui viendrait nous punir pour des choses comment dire, presque, oui, qui ressembleraient à des péchés capitaux. Et ensuite, la sanction... Derrière tout ça, ce que tu es en train de dire, il y a comment dire, une idée de religion derrière. Oui, j'ai dit, c'est une approche judéo-chrétienne, voilà, clairement. Bien sûr. Mais d'ailleurs, quand on parlait de devoir à une époque, on parlait d'abord de devoir envers Dieu. C'était ça. Hein. Oui, en plus, il y a le mot devoir, effectivement. Oui, exactement. C'est vrai. Bien sûr. Il faut savoir que l'éducation au départ, c'était des moines qui l'a donné au départ. Avant qu'on ait Jules Ferry, à la fin du 19e siècle. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc après, on est arrivé au hussard de la République, et puis petit à petit, on a évolué avec séparation de l'Église et l'État en 1905 vers le principe de laïcité et vers une éducation qui va se mettre en place petit à petit et qui va être laïque, qui va apprendre des valeurs de la République. Voilà, ça on n'avait pas avant. Mais après dans la manière, c'est-à-dire qu'on a cette image du bonnet d'âne, l'enfant qui n'arrive pas à réciter sa leçon, qui va être mis dans un coin avec le bonnet d'âne, qui fait d'ailleurs les plus beaux succès dans ces villages où on a des écoles d'autrefois qui sont assez appréciées aujourd'hui par le public. Mais pour revenir à la question de la sanction. Voilà, et donc la sanction, donc la punition, c'est ce truc vertical qui descend et qui juge et qui frappe et qui est violente. Et la sanction, quand on en a discuté en préparant, je leur ai dit justement, la sanction, on parle de punition, de sanction, mais une sanction, c'est aussi une sanction, ça peut être sanction positive. Quand on fait des études et qu'on passe un examen, on dit qu'un examen est sanctionné par un diplôme. Une sanction, ça peut être aussi une valorisation, quelque chose de positif qu'on obtient après avoir fait quelque chose de bien. Et une sanction, ça peut du coup avoir le pendant aussi négatif de quelle règle n'a pas été respectée et donc quelle réparation va être mise en place pour éviter la répétition de la personne qui est allée à l'encontre de cette règle. Alors, ce qu'on s'est aussi dit, c'est que le lien à faire avec la sanction, parce moi j'avais envie de faire le choix de parler plutôt de sanction, c'était que la sanction, à quoi ça servait, à quoi ça faisait référence, et que l'idée c'était qu'on est obligé d'organiser des sanctions et un cadre quand on a besoin de vivre tous ensemble. Et donc la sanction, c'est la règle qui vient nous permettre à tous de vivre ensemble, c'est qui fait que... De faire société ou de faire famille, clairement. Bien sûr. Et que donc on est un groupe et que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là tous ensemble pour être ensemble, c'est... qu'on soit tous là à l'heure, n'est-ce pas, que chacun remplisse sa tâche. Non, mais c'est tout bête. Bien sûr, mais oui. On vous dit ça, chers auditeurs, parce qu'ils sont arrivés vraiment à la limite du top horaire. Nous sommes arrivés 2 minutes 15 avant la... On vous dit tout. Voilà. On vous dit tout. Mais nous étions à l'heure. Et c'est là où... et donc tout ça, c'est à quoi ça va servir, cette sanction. Elle va servir à être dans le groupe et à ce que chacun ait sa place dans le groupe. Et peut-être que tout à l'heure, tu vas faire référence à... Oui, bien sûr. Après, la sanction, on sait ce qui va se passer. Par exemple, tout à l'heure, on était en retard. On savait que la sanction, c'était le courroux de Jean-Luc. On savait très bien que notre Dieu Jean-Luc... On savait ce qui allait arriver. Alors que on était très inquiets. Alors que la punition est quelque chose d'un petit peu d'arbitraire. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'en fonction du moment... Tu as vu, on a bien dit que tu n'étais pas arbitraire. Tu étais le grand courroux qui nous tombe dessus de façon verticale. C'est-à-dire qu'en fonction de l'heure, du jour, de la personne, la punition peut changer. Voilà. Alors que la question de la sanction, ça sert par exemple, écoute-moi bien Yves, si la prochaine fois tu n'arrives pas à l'heure, voilà ce qui va arriver. Tu ne participes on annonce ce qui va se passer.
C'est ça le plus Ça important. peut avoir un côté bénéfique Et ce qui est aussi. très important après pour un enfant, et c'est ce qui le structure, c'est-à-dire que si on menace d'une sanction, il faut l'appliquer. Ah, c'est ça. Il faut l'appliquer. Ça, c'est essentiel. Et puis en plus, la sanction doit être mesurée. C'est-à-dire que si on a prévu dans pas longtemps un anniversaire et qu'on attend 15 personnes, 15 copains à la maison, on va pas lui dire si tu continues, il n'y aura pas d'anniversaire. Non, c'est ridicule. Non, on va trouver une sanction qui soit adaptée, puisque le but de la sanction, c'est la réparation. Oui, et puis il y a un système de gradation aussi dans la sanction. Ça, c'est Effectivement. excessivement important. Hein. Il faut qu'il y ait cette gradation parce que ça permet vraiment déjà que l'enfant comprenne. On ne va pas se mentir. Il va commencer à comprendre aux alentours de 3 ans, si vous êtes à peu près d'accord avec moi. Et après, petit à petit, on peut mettre des choses en place. Moi, j'ai vu avec mon fils qui avait un caractère bien trempé, comme son père, paraît-il. Du moins, c'est ce qui m'a été dit. Et donc, pour le coup, on a eu besoin, effectivement, de faire appel à plusieurs techniques pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc effectivement, c'est important de repartir des âges. J'en parlerai après. Concrètement, oui. De 0 à 2 ans, schématiquement, c'est le roi du pétrole. Voilà, c'est un peu ça. Il faut effectivement expliquer sans fin jusqu'à 2 ans. Bon, mais on met des limites, mais elles sont plus symboliques. Je pense pas que ce soit utile. En revanche, après, excuse-moi de te contredire, mais moi, depuis que ma fille, avant 2 ans, je lui expliquais déjà les choses. Non, mais complètement. Mettre des rituels, effectivement, voilà, tout à fait. Pour ancrer aussi dans notre vie, qu'il y a des choses qu'on fait, il y a des choses, il faut dire les choses. Je disais sans fin. C'est-à-dire que l'explication, c'est-à-dire que toujours expliquer. Donc, quand tu as des enfants, l'explication est sans fin. C'est-à-dire que même à 30 ans, tu leur expliques encore des choses. C'est sans fin. Voilà. Non, je pensais que tu disais qu'avant 2 ans, il n'y avait pas de possibilité de cadrer les choses. Non, on le sait que l'intériorisation concrètement, c'est vraiment. Non, mais c'est la question avant 2 ans, c'est la question de la frustration qui clairement peut poser problème. Après. Un enfant, on peut tranquillement lui expliquer les choses, mettre des limites. Effectivement, c'est tout à fait possible avant 2 ans. Ce qui est essentiel aussi, parce qu'on parle de punition, on parle d'enfants, mais n'oublions pas le rôle des parents. Il y a certains parents qui, face à des cris, face à des pleurs, vont te mettre devant la télé et puis voilà. Concrètement, ça, c'est pas ce qu'il faut faire. En termes de limites, c'est-à-dire qu'un enfant qui, justement, va prendre le stylo et va continuer à le jeter ou un objet ou n'importe quoi, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'un parent qui est démuni, qui n'arrive pas, qui à chaque fois qui se laisse quelque part un petit peu mener, dépassé, bien sûr. Concrètement, par exemple, je fais référence, là j'ai apporté un magazine, le Nouvel Obs, pour ne pas le nommer, avec un dossier avec Caroline Goldman, qui indique qu'à un moment donné, non, on va sortir l'enfant, on va l'exclure. Les pédopsies, c'est-à-dire que les pédopsychiatres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il a 2 ans, 2 ans et demi, on va lui indiquer que non, là il y a des règles et que donc on va l'exclure, elle est tenante d'asseoir l'enfant, par exemple. Sur une chaise, moi c'est ce que j'ai fait avec Romy et Noé, ça fonctionne très bien avec mes 2 enfants, ils sont pas plus traumatisés que ça, et c'est vrai que quand une certaine limite était atteinte, à ce moment-là, l'option c'était de mettre une chaise au milieu d'une pièce, de les mettre là et de les laisser, alors certains enfants sont très compliqués et se déplacent, sans descendre de la chaise, on les ramène et on les remet sur la chaise, voilà. Ça évite des mouvements d'humeur, ça évite, parce que nous aussi on est fatigués, bien entendu, un enfant entre 0 et 2 ans, le sommeil c'est quelque chose d'important aussi pour les adultes, nous on a notre travail à côté, on a aussi des enfants à gérer, c'est un choix qu'on a fait, je veux dire, mais voilà, mais ça, moi c'est l'exemple, moi je trouvais que ça marchait très très bien. Et en revanche, l'explication, tout à fait. Et encore une fois, excuse-moi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au groupe, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de mettre un enfant à la cave bien sûr, mais non, l'idée c'est de dire pourquoi pas. Allez, voilà. Alors si la cave est chauffée, on peut. Pourquoi pas. Non mais l'idée c'est c'est en fait on est un groupe famille, on est 3, 4, 5, parfois plus. Là, dans ce groupe, là, ce qui se passe là, le comportement que tu adoptes, il empêche la famille de bien fonctionner parce que tu cries dans nos oreilles. Ça pose de problème à tout le monde. Alors, c'est simple, on va demander aussi, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, à nos auditeurs, s'ils ont des exemples un petit peu, mettez-nous un peu s'ils sont en galère, venez, vous êtes, quoi. Voilà. Non, je veux dire, dans le fil d'actualité, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, mettez un petit peu comment vous étiez punis, vous. En fin de compte, voilà, quel type de punition vous avez eu. Bon, on va donner les nôtres un petit peu autour de la table tout à l'heure, là. On va donner un exemple. Bien sûr, alors
La punition, le principe, c'est de priver de quelque chose qui nous fait plaisir. C'est ça. Voilà, de base. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être la télé, ça peut être, par exemple, ce soir, je ne vais pas te lire d'histoire. Voilà, parce que ça te fait plaisir. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Alors, autour de la table, tu étais puni comment, toi, mon cher Yves ? Quel type de punition tu avais ? Moi, j'étais parfait, je t'ai jamais puni. Je pense que j'aurais pas dû poser cette question. Non, mais bon, Quel type de punition ? Moi, par exemple, j'en ai un exemple. Nous, on adorait le mercredi aller jouer avec les copains en dehors. Mercredi, on sortait pas. Quoi. Si on avait fait quelque chose de travers, on sortait pas. Quoi. Moi, en fait, c'était facile. Le mercredi matin, ma mère, qui était chef d'entreprise, prenait sa matinée, me faisait faire dictée et mathématiques toute la matinée. Donc, elle me hurlait dessus toute la matinée. Et l'après-midi, si ça s'était bien passé, j'avais le droit d'aller au cinéma. Bon, mais du coup, c'est bien, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats, effectivement. Des fois, c'était un peu chaud. Arnaud, toi qui es plus jeune. Non, mais effectivement, oui, on était sur. Alors, moi, plus jeune, on a un an de différence. Voilà. Mais oui, enfin, je me rappelle souvent plutôt de claques. Moi, la gifle, direct. Vraiment, moi, c'était des gifles. J'ai souvenir que mes parents, quelque part, avaient des gestes très violents vis-à-vis sur les enfants. Et il faut savoir que répéter. Alors, ça peut arriver, bien entendu, hein, attention, il ne faut pas non plus se culpabiliser. Non, bien sûr. Mais la répétition d'actes violents, que ce soit psychologique ou physique, fragilise la construction de la personne. Bien sûr, et puis ce sont des personnes, et puis on le sait, des personnes qui seront régulièrement frappées vont à leur tour. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être à leur tour frapper. Donc ça, c'est alors après, on peut avoir une réaction épidermique, c'est-à-dire que par exemple, son enfant qui va mettre un coup de pied et que nous, par réflexe, on va donner une fessée. Ou aussi se met en danger, ça peut être ça la réaction. Si un enfant se met vraiment en danger, la réaction épidermique peut être. Tout à l'heure, tu disais. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Auparavant, on ne considérait pas l'enfant comme une personne. Voilà. L'enfant, c'est une personne. Et que donc, à ce titre, on est à égale dignité. On a une différence de statut. La question ne se pose pas. Parce que ça, effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose de très problématique. J'ai entendu comme ça une psy. On a parlé de l'enfant roi, de l'enfant tyran. Elle parle de l'enfant Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est l'enfant qui fait la famille. L'enfant, auparavant, il naissait dans une structure. Tu as parlé de groupe tout à l'heure, à l'instant. Tu as parlé de groupe. On se mariait, on avait un livret de famille et ensuite, on faisait des enfants. C'est très vertical, c'était traditionnel. Mais c'est de la reproduction sociale. Alors que la plupart des familles se constituent autour de l'enfant. Et en plus, nous sommes tous des enfants désirés. En tout cas, la plupart des enfants qui naissent aujourd'hui sont désirés. Et ça dépend quel pays. Non, mais en tout cas, dans nos sociétés occidentales, les enfants sont désirés. Et ça implique quelque chose on va dire de très particulier dans l'esprit des parents. Et beaucoup de parents, un certain nombre de parents, sont démunis par rapport à la punition, soit parce qu'ils ne veulent pas reproduire des schémas archaïques, parce que si on a changé de système, ce n'est pas par hasard. La question de la société aussi, il y a beaucoup de parents qui se culpabilisent énormément parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils ont peu de temps à accorder à leurs enfants, donc partant du point de vue qu'on a une espèce d'échange qui se met en place, je te fais des cadeaux pour compenser le fait que je ne sois pas là. Ça aussi, oui, effectivement, après ce sont des choix, mais voilà, c'est quelque chose de compliqué aussi. On a une petite stagiaire qui est derrière avec nous, qui hoche la tête, donc ça veut dire que j'ai bien compris sur ce que tu viens de dire. Apparemment, elle a vécu ça. Voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Après, c'est vrai que je pense que nous, on est peu ou prou. Bon, Bénédicte est très jeune, mais nous sommes avec Arnaud des enfants des années 80. Et pour le coup, c'est vrai que dans les années 80, effectivement, oui, ça pouvait arriver qu'on se prenne une claque. Moi, ma mère, qui en plus était malade, donc prenait des médicaments qui des fois l'énervaient beaucoup. Oui, ça lui arrivait des fois d'être violente. Bon, bah oui, forcément, c'est pas forcément, c'est compliqué. Mais après, on arrivait, on pouvait en discuter, et c'est ça qui était important. Moi, elle m'a toujours dit, son modèle, c'était son père à elle. Elle avait 8 frères et sœurs, donc ils étaient 9. Il n'a jamais mis une claque à un seul de ses enfants, quoi. Jamais une seule fois, quoi. Et il parlait avec eux, et des fois, un seul regard suffisait, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça fonctionne mieux. Moi, je sais qu'avec mes enfants, je suis pas parfait, je crie beaucoup, mais des fois, j'essaye aussi, de me calmer, d'amener des solutions, de poser des questions. Mais bon, des fois, moi, j'ai une ado et j'ai un enfant qui a 8 ans, donc c'est compliqué aussi, quoi. Il y a la question de la culture. Mais on veut juste, je reviens juste par rapport aux punitions. Bénédicte, toi, comment étais-tu puni alors ? La gifle. La gifle. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'avais jamais parlé de ça avec mes parents. Et ma mère me mettait des gifles tout le temps, mon père non.
Et donc, j'ai dit l'autre fois à ma mère, mais quand même, tu te rends compte comment tu te comportais, comment ça se passait, etc. Tu étais hyper sévère, alors qu'elle est une grand-mère pas du tout sévère avec ma fille. C'est une catastrophe. Elle lui laisse faire tout ce qu'elle veut. Voilà, mais ça, c'est le rapport aux grands-parents, c'est pas pareil. Hein. Voilà. C'est pas la même approche. Hein. En tout cas, écoute, souviens-toi, maman, quand même, comment ça se passait. C'était, moi, je disais quelque chose, je faisais quelque chose, bim, la gifle. Et elle m'a dit, mais pas du tout. Oui. En fait, c'est intéressant. On n'avait pas du tout la même réalité. Elle n'a pas du tout l'impression d'avoir... C'est très intéressant ce que tu dis, incroyable. parce qu'on a plein d'exemples comme ça, où les parents ne se rappellent plus. Par exemple, j'ai une personne que je connais bien autour de moi, dont les parents avaient un martinet, et les enfants se faisaient régulièrement frapper, et quand elle en reparle avec sa mère, elle dit « mais pas du tout ». Je ne sais. Non, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. Moi je vois par exemple l'exemple de mon père. Mon père était un gamin qui était excessivement turbulent, hein. Il est quand même passé dans le juge pour enfants et tout, et c'est vrai que moi mon grand-père on lui donnait des coups de ceinture, quoi. Moi mon père ne m'a jamais mis une seule gifle, jamais, enfin il pouvait me crier dessus, mais c'est tout. Jamais. Alors, donc, je vais profiter par rapport à la reproduction. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, justement, par ce que tu dis, après, nous sommes aussi dans une culture méditerranéenne. Oui. Voilà, c'est-à-dire que notre manière de s'exprimer, voilà, elle est particulière. Voilà, et c'est vrai que le fait de crier, le fait d'être excédé, il y a une forme un peu de comédie. Voilà, c'est-à-dire ma femme a du mal, elle est du Nord, moi je suis d'ici, donc effectivement, voilà. Et c'est vrai que tous ces concepts d'éducation positive, hein, ou de pédagogie positive, hein, on va un petit peu en parler. Ça vient pas de chez nous. Alors je vais juste poser une question. Il y a la maman, je vais en profiter, elle est bien avec nous. Dans les gens qui nous suivent, qui nous écoutent de Bourges, c'est la maman d'Inès, donc notre stagiaire qui est avec moi en régie technique. Bonjour madame. Voilà, vous ne la voyez pas, mais elle est là, elle est bien à côté de moi, bien sûr. Et donc je voudrais savoir comment vous la punissiez, voilà. Mettez-nous dans le fil d'actualité, la maman d'Inès. Voilà, on ne ment pas, madame, on assume. Et on assume. Non, j'étais pas puni. Alors c'est marrant parce que par rapport à ça, c'est que les adolescents, puisque tout à l'heure tu parlais justement on va dire à l'époque moderne, le concept d'adolescent n'existait pas. Non. C'est-à-dire qu'auparavant, on était enfant ou adulte. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on est mineur jusqu'à 18 ans et le tribunal des enfants va traiter des affaires jusqu'à 18 ans. Non, mais à l'époque, oui, le concept d'adolescent n'existait pas du tout. Les mariages, c'était à 12-13 ans. Non, mais voilà. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que ces limites-là, moi, on a parfois des ados qui vont, en grandissant, vont en vouloir à leurs parents de ne les pas avoir punis, justement. Bien sûr. Donc c'est vraiment essentiel parce que, on le répète bien, la règle, elle existe parce qu'il y a une sanction. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. La sanction, elle existe parce qu'il y a une règle. C'est-à-dire que, pour travailler avec beaucoup d'enfants assez petits, comme toi, les enfants, ils sont en demande. Si on demande à un enfant, un élève à l'école... qui a fait une petite bêtise, qu'est-ce que toi t'imaginerais comme... Qu'est-ce que tu me proposes de te proposer comme sanction ? Puisque apparemment, voilà, tu t'es sorti des limites, de la récré, ou tu as, je sais pas, perdu un ballon, quelque chose qui pour eux est un peu grave. Et les enfants, ils proposent des choses énormes. Hein. Je propose que j'aille plus jamais de toute l'année dans la récréation, je joue plus jamais avec mes copains. C'est quand même un petit peu énorme comme punition, ça. C'est interdit de priver un enfant de récréation aussi. Peut-être que juste une petite excuse, ça pourrait suffire. Et ils sont en demande. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec ce que tu as dit un petit peu plus tôt, et ce que tu disais par rapport au fait de perdre son sang-froid en tant qu'adulte, je pense souvent on n'a pas envie de trop punir nos enfants parce qu'on n'a pas envie de les blesser, de leur faire de la peine, on a peur qu'ils nous aiment plus, pour peu qu'on soit séparés, que ce soit plus cool chez papa, alors là on n'est pas bien, quoi. Mais le fait de les sanctionner en disant voilà, il y a telle règle, si tu la transgresses, il va se passer ça, tu seras privé de ceci ou privé de cela. Eux, ça les rassure et c'est positif pour nous aussi. C'est-à-dire que nous, ça nous évite de basculer dans la violence, dans la gifle, dans le cri, ça nous met un peu à distance de nos propres émotions. Et au moment, moi j'ai dit à ma fille l'autre jour, au moment où j'ai envie de t'arracher les cheveux parce que là, tu es tellement en train de me faire péter un câble, mais non, je vais juste appliquer la sanction que j'avais prévu d'appliquer la prochaine fois que tu me mentirais sur tes trajets en bus ou pas en bus. Et juste, voilà, tu vas être puni comme c'était prévu.
Et moi, ça me permet d'éviter de passer à l'acte, en fait. Bien sûr. Ce que tu viens de dire là, Bénédicte, c'est fondamental, c'est-à-dire que Oui. tu mets des mots, tu mets du langage. Tu mets des mots et surtout, même pour des enfants un peu plus petits, on pourra reparler des ados après, moi j'en ai régulièrement des ados tout le temps. Donc, la notion de contrat, c'est important. Ouais, absolument. Nous, avec Noé, puisqu'il était quand même il était assez turbulent, mais après très intelligent aussi, donc ça va aussi des fois avec. Hein. Mais la notion de contrat, c'est important. Tu vois, on va fixer des règles ensemble, on va les écrire ensemble, tu vas nous dire ce que toi t'en penses. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait mis carrément un petit contrat, on l'a plastifié, hein, on l'a mis dans sa chambre, et puis après, on s'est mis d'accord sur un système pas un système de bons points, mais un système de billes. Il pouvait gagner des billes s'il faisait des choses qui allaient dans le sens de l'intérêt général. Et après, il avait droit à des choses. Alors là, il avait droit à de la lecture avec maman, un petit film avec papa. Alors c'est important parce que dans ce cas-là, on valorise mais bien sûr, matériellement mais ce qui est attendu. Parce que c'est vrai que sanction positive. Voilà, la sanction positive. C'est exactement ça. C'est-à-dire que non mais ça marche très bien. En plus, il est super bon en négoce après. Et puis si t'es bon en billes après, il est super bon en calcul et aussi. ça donne de la valeur à la sanction négative. C'est-à-dire que si tous les jours je le punis d'écran ou je ne sais trop quoi, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Si de temps en temps je lui permets, je lui dis t'as bien réalisé telle et telle tâche, t'as le droit à 1 heure d'écran, ce soir c'est la fête, c'est pour toi. C'est ça. Mais que le lendemain, c'est à l'inverse, on enlève l'écran parce que là, t'as clairement pas géré. Ça donne du sens aussi, ça équilibre les choses. Et je pense que quand on arrive à installer quelques règles et qu'on arrive à s'y tenir, parce qu'il faut s'y tenir, c'est hyper dur. Quand on dit... tu vas être privé de ceci ou de cela, des fois ça nous prive à nous aussi. Parce que... Après honnêtement, le système, enfin moi je vois par exemple, je reviens sur ce système-là, hein, le système des billes, ça fonctionnait vraiment très bien. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux décrire un petit peu ce qui s'est passé ? Je décris le système, c'était très simple. Alors, il avait quel âge ? On parle d'un enfant de quel âge ? Noé, il avait à peu près ça a duré 2 ans à peu près, entre 4 et 6 ans. Parce qu'il était assez dur. Et au bout d'un moment... Et comment vous êtes venu avec ta femme ? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui. Avec la maman, comment est-ce que tu en es venu à te poser la question de mettre en place un système qui est alternatif On s'est posé beaucoup de questions. On a discuté avec une amie psychologue qui nous a dit moi, ça, c'est un système que je trouve plutôt pas mal. Donc, c'est un système en fait où on définit un contrat de base à la maison sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Comment on peut gagner des billes dans la journée ? Alors, à l'école, des billes, voilà. Nous, c'était des billes. Ça peut être des jetons, ça peut être... En tout cas, on symbolise, on symbolise quelque chose. On symbolise quelque chose. Parce que ça permet de visualiser, en fait. Vous avez connu les bons points à l'école. Alors, la grande différence, c'est que le bon point, ça va rétribuer, ça va récompenser la réussite. Alors que là, on rétribue davantage une forme de travail. C'est-à-dire que il y a des dispositifs à l'école. La réussite, c'est pas une forme de travail. Oui, je vois pas. Parce que c'est-à-dire que tu peux travailler sans forcément réussir. Tu peux essayer, par exemple, dans certains, il y a une pratique pédagogique. Il y a des gamins qui peuvent ne pas y arriver. Qui s'appelle la monnaie intérieure que je pratiquais justement parce que j'avais des enfants, on va dire un peu particuliers, qui avaient besoin de ça pour se motiver. Et ça veut dire que en début de semaine, je prenais tous les travaux qui avaient été faits, on faisait le salaire. Voilà, réussi ou pas. L'important, c'est travailler. Alors après, d'avoir fait l'effort. Exactement. Voilà, on rétribue l'effort. Et le bon point, le problème, c'est que on ne rétribue que le bon élève qui réussit. Et en termes de groupe, et en termes de groupe, il y en a qui rugent. Et en termes de groupe et de communauté, ça peut poser problème. Voilà, c'était juste. Et vraiment, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Pour Noé, il y avait la question du savoir-être, la question de l'attitude avec sa sœur, la question de l'attitude à l'école. Comment tu es à l'école, qu'est-ce que dit la maîtresse. On explicite les comportements. À l'école, beaucoup d'enseignants du primaire, moi je suis enseignant du secondaire mais ça fonctionnait très bien au primaire, donnent des codes couleurs. Là aujourd'hui, il est en CE2, il y a toujours un code couleur. Au pire, il est dans le rouge, après il est dans le orange, après il est dans le jaune, après il est dans le vert ou il est dans le bleu. Le bleu, c'est le top. Voilà. À cette époque-là, Noé, il galérait, il était toujours dans le jaune ou le orange. Aujourd'hui, il est jamais en dessous du bleu ou du vert, quoi. C'est souvent comme ça. Alors hier, il était dans le orange, mais bon, comme il a filé... il a aidé un camarade et la maîtresse n'était pas trop pour, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, voilà. donc on punit l'entraide. Bon bref, on punit pas l'entraide, mais en l'occurrence, l'autre gamin, il fait pas grand chose. Donc voilà. Mais bon, passons. Donc pour revenir, entre 4 et 6 ans. Entre 4 et 6 ans, ce système-là, en fait, on l'a mis en place et à chaque fois on faisait un bilan.
à chaque fin de journée. Ça prend 5 minutes, hein, c'est pas compliqué. On faisait un petit bilan, on lui disait voilà, aujourd'hui, alors on vérifiait tout, comment ça s'est passé, tac, est-ce que tu penses que là c'était bien? Et après, on lui donnait un certain nombre de billes. Et avec des billes, il avait droit à des choses. Il pouvait avoir droit à un petit jouet en fin de semaine, s'il avait été les 4 jours dans le verre. Et voilà, il y avait ce côté-là. Il avait le droit aussi une histoire avec maman ou une histoire avec papa. Il pouvait avoir droit à aller faire un tour en bateau. Enfin voilà, plein de choses. En tout cas, c'est une forme de béquille à la motivation. Et qui permet à l'enfant... ça motive. Après, son objectif, c'était d'avoir le plus de billes possible. Et mine de rien, ça se fait naturellement. Parce qu'il est utopique de penser qu'à cet âge-là, l'enfant comprend la règle. C'est ça. C'est beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'à l'âge, juste pour l'anniversaire de ses 7 ans, il est venu nous voir quelques semaines après, ses 7 ans, il est du mois d'août, et il nous a dit papa, maman, c'est bon, maintenant j'ai compris, les billes, on va arrêter. Et d'ailleurs, depuis maintenant, on n'a plus du tout ce problème-là. Maintenant, on est sur une autre négoce. Maintenant, ça va être plutôt, tu lis une demi-heure, tu as droit potentiellement à un quart d'heure d'écran. Quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Mais c'est un autre truc. Mais on est passé à autre chose. Et c'est vrai que l'âge de raison qu'a défini Rousseau dans le contrat social, à 7 ans, on est vraiment sur autre chose, quoi. Et nous, on a vraiment vu la différence, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de poursuivre nos échanges, on va faire une petite pause musicale, Jean-Luc. Petite pause musicale avec un artiste qu'on a reçu qui s'appelle Oliver Chapman. Oli O pour les intimes, c'est du latino. Vous allez voir, il est de chez nous, il est de Roquebrune. On fait cette petite pause musicale et on revient à nos moutons, comme on dit, bien sûr, et on va vous parler encore. Est-ce que c'est on revient à nos punitions. Est-ce que n'importe quel adulte peut punir un enfant, bien sûr, et est-ce que la transgression, le non-respect d'une règle doit être toujours accompagné d'une punition? On va revenir, voilà. Ok, puisque là, on parlait beaucoup de nous, en tout cas, là, pour l'instant. Allez, on y revient dans 2 minutes. Parce que quand c'est un artiste... Nunca es tarde para comenzar de nuevo a amar y perdonar. Sé que fue mi error, yo no te supe amar y te perdí. Siento nostalgia de tu ser, tú me haces falta. Quiero contigo amanecer entre tus brazos y besarte otra vez. Perdóname y abrázame. Y ahora que no estás aquí, ¿cómo explicar este silencio que me siento morir? En esta soledad tú me haces falta. ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Dans notre émission L'heure de colle avec nos animateurs aujourd'hui, Bénédicte, Arnaud, Yves, pour parler de ce sujet qu'on aborde depuis 18h. Vous pourrez bien sûr retrouver l'émission en replay pour ceux qui veulent l'écouter à nouveau, bien sûr sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Les punitions, les amis, les punitions. Oui, absolument. Alors, on l'a bien compris, hein, les punitions permettent à la règle d'exister et elles doivent être adaptées et proportionné, hein, parce que si par exemple, hein, je prends l'exemple à l'école, si dès que je transgresse, si je parle à mon camarade et que je suis immédiatement mis dehors, il y a un sentiment d'injustice. Donc non,
la réprimande, par exemple. Surtout avec les adolescents. La réprimande orale fait partie de la sanction. Je t'avertis une fois, 2 fois, la 3e, voilà ce qui va se passer. Le travail supplémentaire. D'ailleurs, dans le secondaire, on distingue ce qu'on appelle les punitions scolaires des sanctions disciplinaires. C'est-à-dire que tout ce qui est heure de retenue, 2 heures, etc. Et là, effectivement, en même temps, dans une heure de retenue, tu fais aussi du travail scolaire. Et on sait que si un enfant est trop puni, si on voit même que ce soit chez nous ou à l'école, c'est qu'il y a un problème. On sait qu'il faut aller chercher ailleurs. Et la réponse, elle n'est pas forcément sur la punition. Ce qu'il faut savoir, sachant qu'il faut juste peut-être préciser, faire une petite digression à ce moment-là. Les sanctions disciplinaires qui sont appliquées au collège toutes les instances de type commission éducative, conseil de discipline, ce genre de choses sont des choses qui sont opposables en droit. C'est-à-dire qu'un parent, il peut très bien faire un recours auprès du tribunal administratif pour un enfant qui serait passé en conseil de discipline et qui aurait été exclu du collège, par exemple. J'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps avec un élève. Où donc on énonce, le conseil de discipline est très cadré, on énonce clairement qui prend la parole en premier, ensuite qui, puis la famille peut se défendre, elle peut même être accompagnée d'un avocat. Et à la fin, à l'issue du conseil de discipline, l'élève qui est sanctionné, là pour le coup c'était une exclusion définitive, on explique à la famille qu'ils peuvent demander un recours auprès du tribunal administratif. Et je trouve que ça donne une dimension un peu... Ça redonne une dimension, sa dimension à cette sanction disciplinaire parce que ça veut dire que bien respecter le règlement de l'école, ou là en l'occurrence du collège, ça garantit le fonctionnement de l'établissement, mais ça garantit également le respect du droit commun et de la société. C'est-à-dire que si une sanction elle est opposable auprès d'un tribunal, c'est que ça concerne tout le monde. Le respect des règles de l'établissement. Moi, je vois dans mon collège-lycée, il y a une charte avec des règles qui sont édictées et elles doivent être respectées. Et effectivement, on voit aussi aujourd'hui une judiciarisation de la part de certains parents. Il y a un auditeur, Franck, qui nous marque avant, on avait le respect envers les profs. Alors justement, il faut bien distinguer plusieurs choses. C'est qu'on a l'autorité... on est l'autorité et on fait autorité. Voilà. Ici, ce sont des choses vraiment qui sont complémentaires. Mais pour revenir à ce que tu dis, je suis un parent et je ne suis pas d'accord avec la punition de mon enfant. C'est-à-dire qu'on a donné par un prof. Là, on est en train d'aborder la question des relations entre l'école et la famille. Autour de la sanction. Autour de la sanction. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les punitions, les sanctions sont réglementées. Par exemple, à l'école primaire, il existe un règlement départemental qui cadre les punitions. C'est le code de l'éducation qui est appliqué. Il y a un code de l'éducation. Par exemple, un enfant ne peut pas être puni de toute une récréation, par exemple, parce qu'on considère qu'il a besoin de bouger, etc. Mais nous avons aussi de nombreux collègues, enseignants, j'entends, qui, à 21h, 21h30, vont recevoir un message ou alors vont lire un mot dans le carnet de correspondance. Monsieur, madame, je ne suis pas d'accord avec la punition que vous avez donnée à mon enfant. Par conséquent, il ne la fera pas. Alors, quel conseil on peut donner à nos auditeurs ? J'ai envie de vous dire, si en tant que parent, vous n'êtes pas d'accord ou vous avez un votre avis, vous avez le droit de l'avoir. Vous pouvez en discuter entre adultes. Mais ne mettez pas ceci dans la tête de vos enfants. C'est-à-dire que l'auditeur qui est dit avant, on avait le respect du professeur. Ça contribue au non-respect. Voilà, exactement. C'est-à-dire que même si on a le droit de ne pas être d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de démocratie délibérative. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on a une amende, notre premier réflexe, qu'est-ce que c'est ? Oh ben non, regardez, il n'y a pas que moi. Voilà, on essaye de négocier. On est dans le relativisme permanent. Mais que nous, en tant qu'adultes, on soit critique, c'est une chose. Mais pour l'enfant, avant de transgresser, déjà, respecte les règles. Et même si moi, je ne suis pas d'accord, et même si je trouve ça injuste, je me tais. Et il faut respecter l'institution, il faut respecter ça, même si je ne suis pas d'accord. C'est vrai, les premiers qui ne la respectent pas, c'est les parents, effectivement. Ah, mais c'est ça qui... Aujourd'hui, c'est... Le plus dur pour le corps enseignant, en fin de compte, le plus dur aujourd'hui, que les enfants. Dans le secondaire, c'est clairement les parents. Parce que les enfants... Je vais te dire que même dans le primaire, aujourd'hui. Les enfants, en termes de... Les enfants, moi, je suis avec des ados. Les ados, il y a toujours cette notion de justice.
Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ? Moi, je sais que mon premier cours, les enfants, je leur dis, voilà, vous êtes là pour 1 heure, on va travailler ensemble. Dans mon cours, c'est très particulier, mais il n'y a pas de devoir, on fait tout à l'école. Par contre, si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Tu prends la porte maintenant et on n'en parle plus. Au moins, les choses sont fixées au premier cours. Voilà. Et c'est vrai que ça permet de fixer les règles. Et généralement, les enfants comprennent ça très très bien. Moi, j'ai aucun souci de discipline. Mais tu fais un peu peur aussi. C'est certainement, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que me disait Arnaud. Et effectivement, c'est-à-dire que qui peut punir mon enfant ? Celui qui a autorité. C'est-à-dire que si on regarde les choses d'un point de vue strictement pragmatique. Mais si les règles sont fixées d'entrée, la punition, la plupart du temps, il n'y en a pas besoin. On peut vraiment arriver en étant prof. Je n'ai pas enseigné que là où j'enseigne à l'heure actuelle, en l'occurrence à Monaco, mais j'ai enseigné aussi en ZEP. On n'aura pas le temps de développer ce soir. Mais il y a l'endroit aussi où on enseigne. Non mais d'accord, mais j'ai aussi enseigné en ZEP et j'avais pas ce problème-là non plus. Alors là-dessus, ça n'a absolument aucun lien. C'est-à-dire que là, on est en train de vraiment des fondamentaux. Des fondamentaux. Et pour avoir travaillé vraiment dans tous les milieux, ces fondamentaux-là, ils sont indéboulonnables. Oui, c'est-à-dire que vraiment. Et si la notion de justice, Jean-Luc, je peux t'assurer que j'ai pas plus puni dans certains quartiers défavorisés qu'à Monaco. Non, la même chose. C'est pas ça que je veux dire. Les fondamentaux sont pareils partout. Après, il y a des endroits où c'est plus dur de les faire respecter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas vrai. Ça dépend parce que je sais que dans les quartiers qu'on appelle éducation prioritaire, les familles ont énormément confiance dans l'école, ont énormément confiance dans les enseignants, parce que eux ils se jugent, alors à mauvais titre d'ailleurs, on va dire incapables, pas forcément compétents de pouvoir aider les enfants, et au contraire, et il y a une vraie confiance qui est donnée à l'enseignant, alors que on peut dans d'autres secteurs ne pas être une institution, mais être des prestataires de services. Et je crois que ça, c'est important vraiment de faire la distinction. C'est-à-dire que nous, en tant qu'institution, au même titre que la justice, on n'est pas là pour satisfaire. L'institution scolaire n'est pas là pour satisfaire les besoins personnels. Parents, bien sûr. Et tout à l'heure, tu parlais de groupes et de collectifs, et je crois que nous, en tant qu'institution, l'institution scolaire, je dis, excusez-moi, c'est très corporatiste comme réflexion, mais je crois que nous avons ce devoir-là de faire respecter, enfin de faire vivre ce contrat social, ce contrat républicain, j'ai envie de dire même. Et aujourd'hui, quel est le lieu quel est le creuset où on va pouvoir justement vivre avec les autres. Donc c'est pour ça que le parent, certains parents qui vont se grimer en avocat de leur enfant pour dire je ne suis pas d'accord, ce prof-là il a fait ci, ça a des effets délétères. Bien sûr. C'est dramatique. C'est-à-dire que le message qu'on est en train de donner à son enfant quand on fait ça, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Et ça fait surtout qu'est-ce qu'il y a à la fin, c'est du mal-être, c'est de la déprime, et c'est vraiment, enfin, en tout cas, ça construit des personnes. Et ça crée des êtres asociaux. Et le problème, il nous reste 3-4 minutes. Juste une question, on l'a peut-être pas abordée. Est-ce que n'importe quel adulte peut punir un enfant ? Alors on le dit, il faut qu'il y ait l'autorité. En fait, il faut qu'il y ait l'autorité. Concrètement, ça veut dire que les parents, les professeurs, la famille. Alors les grands-parents, c'est particulier. Je pense qu'on pourrait faire une émission sur les grands-parents d'ailleurs. Oui. Ils disent pas trop. mais par exemple, ma mère a dit mais non, mais je vais pas la punir. Voilà, si elle fait, en gros, c'est pas mon boulot, c'est pas mon travail. C'est pas à moi de l'éduquer. Et c'est marrant, les grands-parents, c'est souvent open bar. On est d'accord, c'est open bar. Non, moi quand ils viennent à la maison, je peux te dire que c'est pas open bar. Ils connaissent les règles. Mais toi, tu es Dieu. Mais ils viennent jamais du coup. Ils viennent, mais ils savent qu'en général, je ne répète pas 2 fois une chose. Évidemment. Non, mais en tout cas, la famille, bien sûr que. Famille à auto. Après, l'autorité, tu sembles dire que c'est une chose évidente, mais par exemple, quand tu es dans une famille recomposée, quelle est la place du nouveau conjoint, du beau-père, de la belle-mère, voilà. D'ailleurs, dans un couple, on va dire dans une famille traditionnelle, je me dis que si par exemple tu vas par exemple contredire ton conjoint devant ton gamin, mais ça il faut jamais le faire, bien sûr. C'est des règles à mettre en place entre couples, effectivement. Moi je prends mon exemple, on avait une règle, c'était que quand un punissait, l'autre n'intervenait pas, et vice versa, et surtout quand on avait quelque chose à régler par rapport à une punition, c'était jamais devant les enfants, c'était toujours à l'écart, on réglait nos. Ça permet d'avoir une cohérence, et bien on avait entendu. une cohérence, effectivement, donc on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. C'est ça qu'il faudrait qu'on puisse avoir avec entre les enseignants et les familles, c'est-à-dire que si on part du principe qu'on a un contrat entre adultes, peu importe quels que soient les adultes, que ce soit des enseignants avec des parents ou comme par exemple quand tu vas chez ton médecin, moi personnellement je remets pas en question, la plupart du temps
Bon, ben voilà. Et pourtant, ça arrive de plus en plus que les gens se plaignent, ils fassent plusieurs médecins comme ça parce que le premier ne leur a pas Le premier leur a pas plu. Quoi, Pareil pour les enseignants. Donc, si déjà on avait au moins l'adhésion des familles pour partir du principe que quand il est à l'école, c'est vous qui faites autorité, et puis quand il est à la maison, c'est nous qui le faisons, parce que, voilà, après, je fais exprès l'avocat du diable, mais il y a aussi pas mal d'enseignants qui se permettent des remarques aux familles, sans les connaître, sans connaître leur vie. Sans connaître, exactement. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une enseignante dire à la mère d'un gamin qui était très en difficulté, oui, mais ce monsieur-là que nous avez présenté comme son beau-père, moi j'aimerais bien le rencontrer pour lui dire qu'il faudrait qu'il punisse davantage le petit. J'avais envie de dire à cette collègue, mais de quoi Bien sûr. Si j'étais la mère, je t'insulterais en fait. Parce que chacun doit être à sa place. Exactement, chacun doit rester à sa place. Alors moi je pense que c'est un sujet qu'il aurait fallu traiter sur 2 émissions parce qu'il est très vaste ce sujet. On vous avait donné beaucoup d'exemples. On a donné beaucoup d'exemples effectivement tous autour de la table sur ce qu'on a vécu et effectivement chacun il y a de quoi dire effectivement. J'aimerais bien qu'on aborde un jour aussi sur le sujet par rapport aussi on recoupera un petit peu tous les sujets. C'est l'équipe enseignante, la solidarité qu'il y a dans une équipe enseignante qui fait que par rapport à ces problèmes-là, on peut, quand on a un directeur, quand on a une école, et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une fille qui est enseignante, et ils ont une solidarité. Enseignante en primaire. Ils ont une solidarité entre la direction et les instituts qui fait que quand il y a un parent qui arrive et qui ne respecte pas les règles ou qui ne veut pas les respecter, eux, ils sont tous solidaires pour dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Évidemment. Voilà. Et l'enseignant ne se sent pas tout seul. Cette dimension collective est essentielle. Sera, voilà, effectivement. Je te laisse clôturer l'émission, mon cher. Écoutez, je ne sais pas si on refera une nouvelle émission là-dessus, mais en tout cas, on peut se dire que c'est un sujet qui est en construction. On a une autorité à inventer aujourd'hui. C'est-à-dire que clairement, on est à réinventer. C'est-à-dire que si on a changé de système, c'est parce que justement, il n'était pas humaniste. C'est parce que justement, si on a fermé les maisons de correction, par exemple, ce n'est pas par hasard. Donc la dignité de l'enfant est une personne, bien sûr. Et pour qu'il intériorise cette règle, eh bien la punition fait partie de notre travail éducatif parce que qu'est-ce qu'il attend de nous, l'enfant, c'est qu'on résiste. Voilà. Alors c'est ingrat, c'est difficile. Mais on n'a pas d'autre choix. C'est le job des parents et c'est le job des enseignants. Voilà, en tout cas, vous avez clôturé, les amis. On se retrouve dans 2 mois avec un nouveau thème, bien sûr, de cette émission, l'heure de colle. Voilà, une belle émission que vous animez une fois tous les 2 mois, pardon. On verra peut-être que l'année prochaine, ça sera une fois par mois, parce qu'apparemment, c'est une belle émission que vous gagnez. Je te remercie, Arnaud, que vous préparez très bien. On se retrouve dans quelques instants, les amis, avec avec les mêmes. Vous allez les voir aussi. Vous allez vous dire, mais ils sont pas partis. Voilà. Après une émission de cuisine, après. Voilà. Et on va les retrouver dans Cinéfocus avec un spécial Jodie Foster dans quelques instants. Merci à tous ceux qui ont commenté, à ceux qui nous ont suivis, à Franck, à Thomas, comme d'habitude, qui ont mis plein de commentaires. Merci. À la maman d'Inès qui était aussi avec nous. Allez, bonjour à la maman d'Inès, un bisou. Qui ne la punit pas, manifestement. Voilà. Elle est totalement épanouie. Petit break musical parfait. Et on se retrouve dans 19h pétante. À tout de suite. Au revoir à tous. www.fm